Merci Kemal. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la situation en Turquie? La Turquie s'est comportée d'une façon un peu curieuse ces derniers temps, et que la Turquie ne suit pas le trajet des États-Unis et traite du programme nucléaire iranien d'une façon assez différente et les problèmes avec Israël. Est-ce que la Turquie est en train de changer? Est-ce que la Turquie a un transfert vers un État islamiste? Je ne pensais pas que c'était la question que j'allais me poser. Mais maintenant, je porte ma casquette turque, Thierry, et non pas ma casquette d'économiste. Et pour la Turquie, une chose qui m'a frappé, lorsque j'ai lu le livre de Huntington, Le conflit des civilisations, je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'avez lu, vous l'avez peut-être également oublié, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais dans son livre, il s'attaque à la Turquie comme étant le pays qui présentera le plus grand problème du XXIe siècle. Il cite le Mexique et l'Australie. L'Australie est en Asie, mais n'est pas asiatique. Le Mexique, l'Amérique latine, mais très proche dans l'intégration avec les États-Unis. Il a mis la Turquie la pire situation possible. Parce que ces lignes de division de civilisation entre le monde musulman et l'Ouest coupe la Turquie en deux, selon Huntington, du moins. Et donc, dans son livre, il escomptait d'énormes difficultés dans ce contexte. Et j'ai comparé cela au discours du président Clinton lorsqu'il est venu en Turquie. Il a dit, vous savez que la Turquie, en fait, très bien réussi au XXIe siècle parce qu'il y a tous ces différents volets. Il y a la dimension européenne qui est ancrée dans l'histoire des Balkans et des différents contacts avec l'Europe, la dimension musulmane, en même temps une dimension asiatique depuis la nuit des temps, et même la structure de la langue, certains d'entre vous le savent peut-être, ça rapporte au coréen et au japonais. Et certaines affinités avec le mongol. Donc la Turquie a de nombreux aspects très différents, avec une personnalité méditerranéenne. Et en reprenant les propos du président Clinton, en disant que ce sont des sources de force. Et de contraster ces deux points de vue, je pense, résume où nous en sommes. Si la Turquie réussit à intégrer toutes ces différentes dimensions, d'être en paix avec ces différentes personnalités, un peu comme le Maroc. Le Maroc, d'une façon assez intéressante, qui se trouve du côté de la Méditerranée, mais également ces différents aspects africains, européens, arabes, musulmans, des liens très forts avec la France. Et donc ici, je vois beaucoup de similitudes entre la Turquie et le Maroc. Mais l'avenir de la Turquie dépend de la capacité de la Turquie à pouvoir croître avec cette diversité, ne pas essayer de tout fusionner ou de surmonter cette diversité, mais au contraire d'en faire un point fort. Et si vous pensez que la mondialisation va se poursuivre et que les forces économiques mondiales, les forces culturelles vont être très fortes au niveau mondial, de prendre avantage de ces différentes dimensions et aspects ou volets serait quelque chose de très positif. Bien entendu, ce n'est pas toujours facile. Il existe de vraies inquiétudes, des véritables tensions. La Turquie les subit actuellement, mais jusqu'à présent, la Turquie l'a fait de façon pacifique, selon la règle de droit, dans un processus démocratique. Je suis membre de la partie de l'opposition, je l'ai toujours été, cela depuis des décennies, mais je pense que les deux côtés de la société turque ont suivi la règle de droit, ce qui est très important. Donc je reste très optimiste du côté économique. Avant d'entrer dans l'économie, est-ce que... Attendez, j'ai pas compris. Est-ce que la Turquie est en train de devenir un deuxième Iran?
Non, absolument pas. Il n'y a aucun risque de cela. Pourquoi? Et parce que toute l'histoire, même l'histoire de l'Empire ottoman est très différente. Un pays qui a été démocratique avec certaines faiblesses démocratiques, soit, mais démocratique depuis en tout cas 60 ans, la démocratie est bien établie en Turquie, les citoyens y ont pris goût et ils ne vont pas tolérer une approche autoritaire. L'Iran est également un très grand pays, une grande culture, une grande histoire, mais l'aspect démocratique n'a jamais été connu. Oui, mais il y a des craintes que la Turquie devienne plus islamiste. Oui, mais il est important que la Turquie réussisse à intégrer toutes ces différentes dimensions restant très fortement européennes et en même temps ami des États-Unis et membre de l'OTAN. Et ceci, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ceci a fait partie de la politique étrangère de la Turquie et de son identité. Mais c'est un pays profondément musulman, avec des liens spécifiques avec le monde arabe, des liens qui remontent à il y a des siècles. Vous écoutez la musique, vous écoutez la nourriture, vous voyez l'architecture, les mosquées, des liens très marqués, des liens linguistiques jusqu'en Asie. Et tout ceci sont des éléments de force. Mais pour que ceci soit des éléments forts, il faut une économie solide. Je suis d'accord avec vous, il faut nourrir sa population et d'offrir des conditions de vie améliorées, d'offrir de l'emploi. Et si l'économie est solide, ces tensions pourront être gérées, elles vont exister, mais cela sera gérable. S'il y a un affaiblissement de l'économie, beaucoup de chômage, beaucoup de tensions économiques, la gestion de ces différentes tendances devient évidemment beaucoup plus difficile. Donc les défis économiques sont tout à fait significatifs. Enfin, mais je parle en mon nom, je ne représente pas du tout le gouvernement ou toute autre institution de la Turquie, mais je crois que le lien avec l'Europe doit rester quelque chose de très solide. J'aime prendre l'Espagne comme exemple. L'Espagne est un pays qui est un pays européen, membre de l'Union européenne, à part complète, mais le fait est hispanophone, a une dimension régionale très large et très active en Amérique latine, avec des liens profonds avec le Mexique, avec Cuba, avec l'Argentine, avec beaucoup de pays d'Amérique latine. Et ces deux éléments ne sont pas contradictoires. Et la Turquie, pour ma part, peut avoir des relations très marquées avec le monde arabe, des liens avec le monde musulman beaucoup plus large, avec l'Indonésie, avec l'Asie, avec l'Afrique. Et en même temps, je reste convaincu que la Turquie devrait être dans l'Union européenne. Je n'abandonne pas. Cela peut être très difficile dans la perspective européenne en tout cas, mais je reste que ce cadre, non pas pour des raisons économiques, mais plutôt pour la projection politique d'ensemble. Mais Kemal, ne pensez-vous pas que les Européens un jour abandonneront cette phobie islamiste qui est très marquée aujourd'hui et que tout ce qui est exprimé à l'encontre de la Turquie, c'est une niette parce que la Turquie est islamiste. Mais c'est vrai, il y a cette approche anti-immigration, tendance d'extrême droite. Je ne dirais pas que c'est toute l'Europe de toute façon. Beaucoup en Europe comprennent que l'espace européen doit inclure la Méditerranée, que la Méditerranée a une très forte composante musulmane, et si l'Europe veut se développer économiquement, il faut être vers l'Est et vers le Sud, donc vers l'Afrique et vers la Méditerranée orientale. Et ces pays jouent un rôle clé dans cette relation. Beaucoup d'Européens le comprennent et là, l'économie est essentielle. S'il y a suffisamment d'emplois et une croissance appropriée, il sera d'autant plus facile d'intégrer. J'aimerais conclure avec un point économique. Je suis convaincu que toute l'histoire des marchés émergents est un transfert important dans l'économie mondiale. Le monde ne va pas faire machine arrière pour venir un monde riche et un monde pauvre. Au XXIe siècle,
exact. Lorsqu'il est ici, les historiens l'écriront au XXIe siècle, ils définiront comme étant le siècle où le monde s'est réuni sur le plan économique, ce qui était le cas il y a voici 400 ou 500 ans. Et il y avait une intégration au point de vue niveau économique. Les différences entre les pays les plus nantis et les plus pauvres avant la révolution industrielle, en revenu par habitant, était un rapport de 3 à 1. Voici 10 ans, les mêmes données au début de ce siècle étaient 50 à 1. Les plus riches ou plus pauvres. Et ce siècle verra une atténuation de cette différence. Et de cette façon, nous avons une transformation massive. Les pays riches doivent comprendre qu'ils sont en train de perdre le monopole de la richesse. Ils sont peut-être militairement très puissants. La force militaire des États-Unis va rester pendant des décennies et restera beaucoup plus puissante que quiconque d'autre. En termes d'économie, finance, commerce, ils perdent ce monopole et c'est un transfert structurel qui, j'espère, pourra être géré de façon pacifique et pour faire plaisir à Thierry, avec une bonne gouvernance mondiale, parce que c'est tout l'objectif, de gérer ce transfert de façon adéquate. Je vous remercie pour votre optimisme, ça me fait toujours plaisir.